La Formule 1, le pinacle du sport moteur. Une histoire splendide, comptant d'innombrables pilotes talentueux. Mais surtout, des voitures iconiques comme les 5 présentées à travers cette série de podcasts, F1 de légende. Nous allons aujourd'hui parler d'une monoplace qui a marqué la Formule 1 grâce à ses performances exceptionnelles. Celle-ci est le fruit du génie de Gordon Murray, comme la voiture du podcast précédent, et celui de Steve Nichols. Elle a remporté 15 des 16 Grands Prix auxquels elle a pris part. Elle a signé autant de pôles que de victoires, ainsi que 10 doublés, 25 podiums et 27 premières lignes. Elle est encore à ce jour la monoplace ayant le meilleur ratio de victoires dans le sport avec 93,8% de réussite. Il s'agit bien évidemment de la McLaren MP4-4. Mais pour arriver à produire une telle monoplace, il faut un passif. Et voici celui qui a provoqué la McLaren MP4-4. Tout débute grâce à Bruce McLaren, un néo-zélandais qui est repéré par Jack Brabham. Il obtient rapidement une bourse lui permettant de prendre part à des courses en Europe. Il impressionne immédiatement en Formule 2. En 1955, il rentre en F1 via l'écurie Cooper. Il remporte son premier Grand Prix la même année aux États-Unis et devient alors le plus jeune vainqueur à 22 ans, 3 mois et 12 jours. En septembre 63, Bruce se lance dans un nouveau défi. Il crée Bruce McLaren Racing et engage une Cooper T70 Climax en Tasman Series. En 1964, il est rejoint par Teddy Mayer, un diplômé de droit américain qui l'aide avec sa structure. 2 ans plus tard, McLaren fait ses débuts en Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco, avec pour pilote son fondateur. Celui-ci abandonne, comme la majorité des pilotes, car ils ne sont que 6 à terminer la course et 4 à être classés. En 1968, l'écurie remporte sa première victoire officielle en Formule 1 grâce à Bruce McLaren lui-même à Spa-Francorchamps. D'ailleurs, McLaren engage aussi des voitures depuis 1967 en Can-Am, un championnat nord-américain de prototypes. Son équipe y est très glorieuse car dès son entrée, elle est championne, et ce sera le cas durant 4 saisons consécutives. Bruce remporte même le titre pilote de Can-Am 67. L'année suivante, c'est son coéquipier et champion du monde de F1 1967 Denny Hulme qui triomphe. En 69, Bruce reprend le titre à Hulme. Mais tout s'effondre le 2 juin 1970. Bruce McLaren réalise ce jour-là des essais privés de sa nouvelle Can-Am, la M8D sur le circuit de Goodwood. Durant ces tests, son prototype perd sa carrosserie arrière. Il fonce tout droit sur un poste de commissaire et décède malheureusement sur le coup. Et alors que cela aurait pu marquer la fin de l'histoire de l'écurie, Teddy Mayer, l'ami et associé de Bruce, fait ce qu'il aurait souhaité. Il prend immédiatement le contrôle de l'équipe afin de lui permettre de perdurer et de faire briller le nom de McLaren. Et il ne perd pas de temps. La semaine suivante, l'écurie est bien présente au début du championnat de Can-Am, qu'elle remporte d'ailleurs avec Denny Hulme. Une semaine encore après, McLaren étonne tout le monde et est bien présent au Grand Prix des Pays-Bas. Dan Gurney fait par la même occasion son retour en Formule 1 pour une toute dernière saison. Il comble en effet le baquet de son ami Bruce. Malgré cette perte tragique, l'écurie réussit petit à petit à se relever grâce à Teddy Mayer. En 1972, McLaren renoue avec la victoire pour la première fois en Afrique du Sud depuis le décès de son créateur. C'est Denny Hulme, compatriote, ex-coéquipier et ami de Bruce qui permet à l'équipe de remonter sur la première place du podium. Cette année-là, McLaren signe 11 podiums grâce au champion du monde 67 et son équipier Peter Revson. Ainsi, le team et ses voitures arborant l'orange papaye terminent 3e au championnat constructeur. En 1974, l'écurie franchit encore un cap avec sa nouvelle M23 designée par Gordon Kopeck. Cette monoplace est mise entre les mains d'Emerson Fittipaldi. Le champion du monde 72 rejoint l'équipe après avoir manqué de peu le titre l'année précédente chez Lotus. Il amène avec lui 2 sponsors de taille, Texaco et Marlboro. Et son changement d'écurie s'avère être payant. Fittipaldi devient champion du monde 74 et McLaren décroche son premier sacre constructeur. L'année suivante, le pilote brésilien n'arrive cependant pas à rivaliser face à Niki Lauda et sa Ferrari. Pour la saison 76, Fittipaldi quitte McLaren pour rejoindre l'écurie de son frère. Le team cherche alors un nouveau pilote pour remplir le siège vacant. Et John Hogan, le directeur marketing de chez Philip Morris qui détient Marlboro, décide de contacter James Hunt pour lui proposer la place. Ce pilote britannique a remporté une victoire lors du GP des Pays-Bas 75. Seul problème, il n'a pas un profil que McLaren apprécie. Et Hunt n'a pas forcément un meilleur sentiment pour eux. Toutefois, vu que son ancienne équipe SKS a fait faillite et qu'il n'a pas d'autre baquet, il accepte la proposition de John Hogan. C'est alors qu'une saison improbable va se dérouler. Hunt et sa M23 se battent férocement pour le titre face à Niki Lauda et Ferrari. À l'issue d'une saison pleine de rebondissements et de drames, comme l'accident qui a failli coûter la vie à Lauda sur le Nürburgring, c'est finalement James Hunt qui sera sacré champion du monde. Cependant, c'est Ferrari qui décroche le titre constructeur. Mais après ce superbe triomphe, McLaren rencontre énormément de difficultés lors des saisons à venir. L'écurie n'y arrive plus et Teddy Mayer ne sait pas comment redresser la barre. Après une saison 1980 terrible pour le team, Marlboro met la pression sur Teddy Mayer.
Soit celui-ci fusionne avec une structure nommée Project 4 Racing, soit il reste à la tête de McLaren et l'entraîne vers sa perte. Mayer accepte donc la fusion. Project 4 Racing est le travail de Ron Dennis et John Barnard. L'entreprise, qui engage alors des voitures dans divers championnats tels que la Formule 2, est elle aussi sponsorisée par Marlboro. Ron Dennis, l'un des fondateurs de Project 4 et ancien mécanicien chez Brabham en F1, se réunissait régulièrement avec John Hogan. Lors de ces réunions, Dennis a réussi à convaincre Hogan de laisser son entreprise gérer McLaren à la place de Teddy Mayer. C'est ainsi que McLaren Racing devient McLaren International durant l'automne 1980. L'écurie base dès lors son quartier général à Woking, au Royaume-Uni. Ron Dennis recrute logiquement John Barnard comme ingénieur pour le team. À l'époque, l'effet de sol est la révolution en F1. Mais les châssis en aluminium, alors un élément de base dans le sport, ne semblent plus assez forts. Dennis et Barnard décident donc de faire une monocoque en fibre de carbone pour leur première voiture. Pour pouvoir réaliser cela, ils s'associent avec l'entreprise Hercule Aerospace. Ce châssis est couplé avec un V8 Ford Cosworth. En ce qui concerne cette dénomination, on retrouve le nom de l'écurie. Ensuite, dans le MP4, on distingue le M de Marlboro et le P4, ou P4 en anglais, de Project 4, suivi du numéro donné au modèle de la monoplace. La dénommée MP4-1 est la voiture avec laquelle Ron Dennis connaît sa première victoire. La première d'une longue, très longue série. Elle a été obtenue par John Watson à Silverstone en 81. Pour l'année suivante, le nouveau patron de l'écurie parvient à sortir Niki Lauda de sa retraite. L'Autrichien, à l'époque double champion du monde, remporte 2 GP sur la saison et son équipier Watson fait de même. La saison suivante, seul Watson parvient à remporter une course. Et en 1984, McLaren va enfin réellement renouer avec le succès. Niki est rejoint par Alain Prost en tant que pilote. Prost espère décrocher son premier titre avec l'écurie britannique. Mais le Français passe de peu à côté de celui-ci. Il loupe la couronne pour un demi-point. C'est son équipier Niki Lauda qui s'attribue un 3e et dernier sacre un an avant sa retraite définitive. McLaren, propulsé par un moteur TAC Porsche, décroche par la même occasion son second championnat constructeur. Les 2 saisons suivantes sourient-elles à Prost qui gagne 2 titres consécutifs. Toutefois, l'écurie n'est sacrée qu'en 85, car en 86, c'est la Williams et son moteur Honda qui est la plus performante. La saison 1987 ne réussit pas du tout à McLaren et sa MP4-3. Pourtant, le team a une nouvelle recrue pour cette saison, Gordon Murray, un ingénieur de génie en provenance de chez Brabham. Alain Prost ne remporte que 3 GP et Ron Dennis en a marre du manque de performance du moteur TAC Porsche. Le patron de l'équipe décide donc qu'il est temps d'apporter du changement pour 1988, et il ne va pas s'y méprendre. Pour la saison à venir, McLaren introduit une nouvelle monoplace qui va marquer à tout jamais la Formule 1 de son empreinte, la MP4-4. Mais cela ne semble pas gagné à quelques mois du début de saison. Durant l'année 1987, l'écurie britannique décide de changer de motoriste pour l'année à venir. Il passe d'un moteur TAC Porsche à un turbo V6 de chez Honda. Si ce partenariat est possible, c'est parce que celui qui existait jusqu'alors entre la marque japonaise et Williams venait de prendre fin. Ce qui est une excellente nouvelle car le moteur est le fruit de plusieurs années de développement. Il est donc fiable et très performant. Suite à la décision du motoriste pour l'année 88, le duo formé par Steve Nichols et Gordon Murray, qui se disputeront plus tard la paternité de la monoplace, commence à concevoir la MP4-4 au mois d'août. Le début de la conception est par conséquent très tardif. Les équipes de McLaren vont travailler d'arrache-pied pour que la voiture soit prête pour le début de saison suivante. Ce que confirme René Fagnan, journaliste chez Pole Position Magazine. La voiture était très en retard. Ils ont beaucoup travaillé jusqu'à la dernière seconde. Ils sont aperçus à presque 3 semaines. Il y avait des pièces qui n'étaient pas encore prêtes, qui ont été livrées très tard. Lors de la création de la McLaren, les ingénieurs ont également dû prendre en compte des changements de règlement. René Fagnan nous parle de certaines modifications. Premièrement, il y a Goodyear qui a fabriqué des pneus spéciaux et la voiture a été conçue pour ces pneus-là avec une telle répartition des masses. Encore une fois, on se retrouve avec une voiture avec beaucoup de poids à l'arrière parce que le moteur Honda turbo était quand même pas léger. Donc, déplacer beaucoup de poids à l'arrière, le réservoir d'essence central, évidemment, mais de capacité exacte pour la taille des pilotes. Il faut dire que Prost était format poche, donc c'était très pratique pour l'équipe de fabriquer une voiture. Mais Senna non plus n'était pas un géant, c'était pas un Gerhard Berger, c'était pas un Alexander Wurz. Donc vraiment une répartition des masses parfaite pour bien utiliser ces pneumatiques-là. Et puis une suspension un peu spéciale, c'était pas push-rod, c'était vraiment tout l'amortisseur avec une biette qui arrive en dessous,
Et puis l'amortisseur fonctionnait à l'envers. Donc c'est des amortisseurs fabriqués par Showa. Et puis il y a eu beaucoup de conversations entre McLaren et Showa pour vraiment arriver aux bonnes spécifications. Et puis une voiture toute simple, quand on regarde par rapport à aujourd'hui, c'est une voiture très, très clean, où il n'y avait pas de tous ces petits ailerons, un aileron finalement avant et arrière extrêmement simple, mais une bonne utilisation de la bande de puissance du moteur Honda Turbo, avec un réchauffement, premièrement un refroidissement de l'essence, après ça un dispositif pour réchauffer l'essence vraiment à la bonne température, puis une pression des turbos qui était quand même assez élevée. Un autre élément de la MP44 sont les réservoirs d'essence qui ne peuvent désormais plus que contenir 150 litres. L'ouverture de la soupape de surpression de la chambre du moteur est-elle limitée à 2,5 bars comme l'exige la réglementation. Les étriers de frein de la monoplace sont faits d'une pièce en alliage aluminium-beryllium. Ils ont d'ailleurs 4 pistons par disque. Toutes ces nouveautés en amènent aussi dans le design de la voiture. Elle a un museau similaire mais plus étroit que sa prédécesseur. La monocoque est toujours faite de fibres de carbone mais a une forme plus carrée que les anciens modèles. Ceux-ci avaient plus une forme de V. Cela génère plus d'appui aérodynamique et la McLaren s'en trouve plus maniable. Le V6 étant plus bas, le team utilise un embrayage Tilton compact. La hauteur du vilebrequin est elle aussi diminuée de 29 mm. Afin de ne pas perdre en puissance, les Britanniques introduisent une boîte de vitesse à triple arbre de transmission verticale. L'équipe décide de mettre ses pilotes dans une position semblable à celle du moteur et du réservoir d'essence. À la base, on retrouve 2 écopes trapézoïdales, appelées snorkel, fixées chacune sur les pontons de la monoplace afin d'alimenter en air le turbo. Mais à partir de Silverstone, les snorkels sont supprimés et l'air arrive dès lors au turbo via les entrées des radiateurs. Malgré tout ce qu'elle contient, un souci persiste sur la MP44. Elle est trop légère de 70 kg. Le règlement exige un poids minimum de 540 kg. Pour contrer cela, 7 kg de peinture recouvre la monoplace. La voiture, comme ses petites sœurs, arbore une livrée blanche et orange pour le sponsoring de Marlboro, le tout recouvert d'une couche de vernis transparent. Le reste du poids manquant est compensé par un ballast fait de tungstène attaché en bas de la monoplace, ce qui baisse encore le centre de gravité de 10 mm. Avec la MP44 et ses améliorations, McLaren s'attend à être compétitif, mais pas à ce point-là. Pour conduire cette voiture, Alain Prost est rejoint par un nouveau coéquipier, Ayrton Senna, un Brésilien au talent indéniable présent en Formule 1 depuis 1984. Il est passé auparavant par chez Tolman Hart et par chez Lotus Renault où il décroche sa première victoire en 85. Ayrton est déterminé à enfin battre Prost au championnat en 1988. Lors des tests de pré-saison à Imola, la MP44 est dévoilée et impressionne tout le monde, comme s'en rappelle René Fagnan. Ils ont roulé, si je me souviens bien, presque une seconde et demie de ce qu'avait réalisé Gerhard Berger avec la Ferrari. Et puis les deux pilotes ont dit « Wow, quelle voiture! On n'a rien touché en fait de réglage. Et puis la voiture est extrêmement rapide, donc personne ne les attendait parce que justement ils étaient très en retard. Et puis ils ont continué à l'affiner, à peaufiner les réglages, à mieux comprendre comment elle fonctionnait. La première course de la saison se déroule au Brésil natal de Senna. Pour son Grand Prix à domicile, il signe la pole. Mais peu avant le départ de la course, il se rend compte qu'il a un souci de boîte de vitesse. Il saute donc dans la voiture de rechange. À l'époque, chaque écurie a le droit d'amener une troisième voiture à un GP. Il démarre avec près de 30 secondes de retard sur ses concurrents. Prost est lui en tête de la course pendant que Senna remonte bien dans le peloton. Néanmoins, ce dernier se voit attribuer un drapeau noir et est disqualifié de la course. Les commissaires ont pris cette décision, jugeant qu'il était parti après que le départ officiel de la course ait été donné. Prost empoche lui la première victoire de la MP44, la première d'une longue série. Senna gagne le GP suivant à Saint-Marin et mène le premier doublé de la saison. La troisième manche se tient à Monaco et c'est Prost qui l'emporte. Senna ne termine pas la course car il s'est pris un rail situé le long de la piste. Prost enchaîne avec une victoire supplémentaire au Mexique où Senna le rejoint pour faire le second doublé McLaren de l'année. Les deux pilotes échangent leur position pour le GP du Canada. Même résultat aux États-Unis. La manche suivante se tient en France et c'est Prost qui emporte cette fois une victoire à domicile devant Senna. Alain ne réitère pas son résultat en Grande-Bretagne car il prend la décision d'abandonner, trouvant les conditions météorologiques trop dangereuses. Son équipier, lui, s'impose pour ce qui sera la première de ses 4 victoires d'affilée. Les 3 courses suivantes sont l'Allemagne, la Hongrie et la Belgique. Le professeur vient lors de chacune d'entre elles compléter un doublé McLaren. La MP44 vient déjà de pulvériser tous les records à 5 manches de la fin de saison. Elle compte 11 victoires consécutives.
Mais cette belle série s'apprête à prendre fin. Lors du GP d'Italie, Prost est contraint à l'abandon pour un problème moteur. Et alors que Senna peut ramener une 12e victoire à l'écurie, il fait un accident et termine 10e. Cette course marque la pire performance de la monoplace. Au Portugal, Alain renoue avec le succès tandis que son équipier termine 6e. Prost gagne une fois de plus en Espagne où Ayrton finit en 4e position. Les pilotes prennent désormais la direction du Japon pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. En cas de victoire, Senna deviendra champion du monde. Sinon, il faudra attendre l'Australie pour être fixé. Pour rappel, à l'époque, seuls les 11 meilleurs résultats de chaque pilote sont comptabilisés au championnat. Si Prost ne l'emporte pas et que Senna gagne la course, ce dernier aura alors 8 victoires et sera sacré. Le Brésilien réalise la pole, ce qui lui donne l'avantage pour aller chercher le titre. Il démarre la course juste devant son équipier français, avec qui il ne s'entend pas très bien. En effet, leur forte rivalité, qui crée un engouement exceptionnel pour le sport, a terni leur relation du début de saison. À l'issue de la course, Senna l'emporte et Prost est deuxième. Il l'a fait. Ayrton est champion du monde pour la première fois de sa carrière. Pour la dernière manche de la saison en Australie et la dernière course de la MP4-4, Prost décroche sa 7e victoire et Senna complète le 10e et dernier doublé de la monoplace. Celle-ci rentre directement dans l'histoire comme la voiture la plus triomphante de la F1 avec son ratio de 93,8% de victoire. À ce jour, aucune monoplace n'a su faire mieux. La McLaren de 1988 termine sa saison avec 15 victoires, 15 pole positions, 10 doublés, 25 podiums et 27 premières lignes. Le tout en seulement 16 Grands Prix. Senna termine l'année avec 90 points et Prost en a 87. L'écurie, elle, obtient un total de 199 unités sur l'ensemble de la saison, soit 3 fois plus que Ferrari, qui finit second avec 65 points. Avec ses 15 victoires en une saison, la MP4-4 n'a pas été égalée avant les saisons 2002 et 2004 par Ferrari. Saison 2004 sur laquelle nous nous pencherons lors du prochain épisode de F1 de légende. Et il aura fallu attendre 2014 pour que Mercedes parvienne à gagner plus de Grands Prix en une saison avec 16 victoires. Exploit que l'écurie réitère en 2015 avant de battre son propre record en 2016. Red Bull est également parvenu à dépasser les 15 victoires de la MP4-4 en 2022 avec 17 victoires. Mais pour la comparaison, les saisons comptent de plus en plus de courses et aucune voiture n'a encore réussi à rattraper le ratio de victoires de McLaren. Toutefois, au vu de la saison actuelle de Red Bull, l'écurie pourrait être en passe de le faire. Elle est d'ailleurs la seule à avoir réussi à battre les 11 victoires consécutives de la MP4-4 avec 13 victoires consécutives après le Grand Prix de Belgique 2023. En ce qui concerne la suite de la vie de l'écurie McLaren, Prost remporte le championnat 89 au volant de la MP4-5. Le team gagne lui son second titre constructeur consécutif. Le Français prend la décision de partir pour la saison 1990 et rejoint Ferrari. Senna décroche 2 titres pilotes d'affilée en 90 et 91, et McLaren empoche respectivement ses 3e et 4e sacres constructeurs consécutifs au même moment. S'ensuit une période plus complexe, marquée par le départ de Senna pour Williams en 94, année de son tragique décès. McLaren retrouve le titre pilote en 98 et 99 grâce au pilote finlandais Mika Häkkinen et sa voiture propulsée par un moteur Mercedes. En 1998, le team est champion constructeur, mais l'année suivante Ferrari leur subtilise celui-ci. L'écurie va de nouveau passer quelques années sans sacre. Toutefois, elle y prétend tout de même à plusieurs reprises, comme en 2003 avec Kimi Räikkönen qui termine 2 unités derrière Michael Schumacher, ou encore en 2007 avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui ne finissent tous deux qu'à un point du vice-champion 2003. Mais le team aurait dû gagner le championnat constructeur cette même année. Cependant, après le scandale du Spygate, où McLaren a été jugé coupable de détenir des informations confidentielles de Ferrari, le team est exclu du championnat constructeur, offrant ce titre aussi à la Scuderia. En 2008, Lewis Hamilton décroche le dernier titre en date de McLaren en devenant champion du monde pilote, tandis que Ferrari rempile au championnat constructeur. Après cela, l'écurie ne domine plus comme avant. En 2015, McLaren reprend Honda en tant que motoriste comme à la belle époque de la MP4-4, mais cela s'avère être un fiasco. En novembre 2016, Ron Dennis est poussé vers la sortie et doit vendre ses parts de McLaren. Cette opération marque la fin d'une ère pour le team de Woking. Le nouveau directeur général du groupe devient alors Zak Brown. En 2019, le team change une fois de plus de motoriste et se tourne vers Renault avant de remplacer celui-ci par Mercedes en 2021. Actuellement, le line-up des pilotes de chez McLaren est Lando Norris, un pilote présent depuis 2019, et Oscar Piastri, un rookie australien champion de F3 et de F2. Et même si l'écurie a connu des temps difficiles, celle-ci semble se relever peu à peu grâce à ces dernières évolutions. Elle prétend même désormais à nouveau à des podiums. Lors du prochain podcast, nous reviendrons sur la monoplace qui a marqué la saison 2004 avec ses 15 victoires en 18 Grands Prix. À très bientôt donc, pour un nouvel épisode de F1 de légende.